Bonjour à tous et bienvenue dans Et nous, l'émission qui aborde les thématiques liées aux droits des enfants, des adolescents et des jeunes. Aujourd'hui, nous remettons sur la table un sujet grave, malheureusement encore trop présent dans notre société, la maltraitance infantile. Chaque jour, des milliers d'enfants en sont victimes, la subissent. Ces actes de maltraitance peuvent être commis intentionnellement, mais aussi parfois de manière inconsciente. Dans ce numéro, Thierry Waki, défenseur des droits des enfants, nous expliquera comment reconnaître ces actes et surtout ce qu'il faut faire pour les prévenir. À la présentation, Meshak Nyaro. Monsieur Waki, bonjour. Bonjour madame, Bienvenue sur Radio China. merci beaucoup. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on peut expliquer la maltraitance infantile? Oui, d'abord, pour expliquer la maltraitance, il faut partir de la définition. Qu'entendons-nous par maltraitance infantile? Donc, la maltraitance infantile désigne toute forme de violence, de mauvais traitement ou de négligence infligée à un enfant, soit intentionnellement ou par inattention. Donc voilà, de manière ramassée, ce que je peux dire concernant la définition. Maintenant, et comment est-ce qu'on peut le reconnaître? Il faut partir aussi des différentes formes. Et Oui, quelles sont ces formes de maltraitance que nous avons? Je l'ai tantôt dit dans la définition, donc nous avons la violence. Et donc ça se manifeste par l'aspect physique, donc des coups, des blessures. Nous avons la maltraitance psychologique. Et là, ce sont les intimidations, les injures et tout ce qui s'ensuit. Nous avons la négligence. Donc voilà, qui par peut-être un père qui vit avec son enfant à la maison, qui n'en prend pas soin, ou voilà, qui est là, mais qui n'est pas dans son quotidien, donc il manque d'attention envers son enfant. Et nous avons les abus, qu'ils soient sexuels, donc qu'un adulte peut, à un moment donné, commettre à l'encontre d'un enfant, et l'exploitation. d'accord. Alors, L'exploitation par le travail, l'exploitation économique, voilà. très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait de facto automatiquement assimiler la maltraitance infantile aux violences faites aux enfants? Naturellement, la maltraitance, on peut l'assimiler aux violences faites aux enfants. Comme je venais de citer les formes tout de suite, vous avez les abus sexuels, vous avez l'exploitation sexuelle, vous avez toutes ces formes de négligence, vous avez la violence physique qui est exercée à l'encontre d'un enfant. C'est carrément une forme de violence à l'encontre des enfants. Très bien. Alors, avant de revenir sur les différentes formes de maltraitance infantile, est-ce que vous pouvez nous donner la situation du Togo en matière de maltraitance infantile? Et la situation au Togo, je n'ai pas de chiffres exacts à vous donner, mais il n'en demeure pas moins que chaque jour, c'est plusieurs cas qui sont révélés quand nous nous approchons de la ligne verte à l'eau 10-11. C'est beaucoup de cas qui sont signalés. Et même en tant que structure d'accueil des enfants, et je suis le secrétaire général du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo, nous recevons quotidiennement des plaintes des tiers par rapport aux questions de maltraitance ou de violence faites aux enfants. Donc c'est très récurrent. Et même si aujourd'hui il faut reconnaître quand même qu'il y a plusieurs actions, beaucoup d'actions d'accompagnement, de sensibilisation, le phénomène semble avoir la peau dure. Le phénomène semble avoir la peau dure. Ah oui, hein? Alors, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer ou motiver les actes de maltraitance à l'endroit des enfants? Oui, et je dirais les actes de maltraitance. Et parfois, je partirai de la précarité de vie, hein. Quand nous prenons les négligences, parfois, certains peuvent devenir négligents parce qu'en réalité, ils n'ont pas de réponse face aux besoins exprimés par leurs enfants. Donc, il y a cet aspect, la précarité de vie. Donc, on se dit, mais voilà, il n'y a pas d'argent, qu'est-ce que je peux faire? Il y a ça, mais ça ne justifie pas normalement
qu'on soit négligent envers son enfant. Même le peu qu'on a, on peut bien le gérer. Et le seul habit que l'enfant a, si on est attentif, on est attentionné, on peut l'amener à laver cet habit-là. Donc, on ne demande pas d'avoir une grosse valise avant d'aider son enfant. Maintenant, nous avons aussi cette mauvaise, et je vais l'appeler compréhension, où on se dit que l'éducation d'un enfant ne peut se faire qu'avec le bâton ou les violences. Donc, la violence physique, sans violence physique, on ne peut pas éduquer un enfant, entre guillemets, noir. C'est ce que nous entendons le plus souvent dire. Et donc, il y a ça aussi qui explique, donc, ça c'est lié au contexte même, socio-culturel et aux normes que nous véhiculons la plupart du temps dans nos différentes communautés. Il y a l'effet aussi, et je ne sais pas comment je vais l'appeler, c'est-à-dire que moi c'est comme un transfert. J'ai été éduqué avec le bâton, j'ai été peut-être violenté. Bon, mon papa ne s'est pas véritablement occupé de moi, donc aujourd'hui, il faut que je réplique intégralement ce que j'ai reçu. Donc, cet effet de transfert-là, parfois, et quand vous allez dans le secteur de l'éducation, vous allez constater que certains vont vous dire, nous, on a été éduqués par le bâton, c'est ça qui a fait qu'on a réussi. Ça Et marchait pour nous. automatiquement, voilà, il faut que nous fassions la même chose avec nos enfants. Donc, il y a aussi de ces cas-là que nous avons véritablement. Maintenant, il y a aussi, quand vous allez dans les structures d'accueil, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons des violences faites aux enfants, il ne faut pas seulement regarder le milieu familial. Le milieu familial, il est là, mais nous avons des structures d'accueil des enfants vulnérables aussi qui représentent une sorte de famille pour ces enfants. Dans ces structures-là, parfois, c'est le manque de réponse. On n'arrive pas à trouver une réponse adéquate aux besoins ou aux sollicitations des enfants. Ça peut nous amener à un moment donné à être maltraitant ou violent envers ces enfants. Je donne un exemple. Vous êtes là, vous recevez un enfant dans votre centre d'accueil et l'enfant, il arrive, il est turbulent. C'est pendant que les autres sont en train de se reposer que lui, il est agité, il taquine tout le monde. À un moment donné, l'éducateur qui n'arrive pas à trouver le moyen de pouvoir canaliser l'énergie de cet enfant, à un moment donné, peut être amené à être violent ou maltraitant envers cet enfant. Justement, parlons des environnements. Quelles sont les différentes formes de violence auxquelles les enfants sont exposés selon le milieu dans lequel ils sont? Oui, quand nous prenons le milieu familial, Oui. donc vous avez les violences physiques, la maltraitance physique, donc les coups. Vous avez les abus. Et souvent, ça étonne, mais c'est plus dans les milieux, dans les environnements familiaux qu'on a le plus d'abus sexuels. Parce que on ne s'attend pas forcément. On se dit, mais je vis avec mon oncle, je vis avec un cousin, je vis avec une tante. C'est pas évident que cette personne qui est pour moi un parent puisse à un moment donné se laisser aller à cet acte-là. Donc, c'est plus dans les environnements familiaux, donc les violences physiques, les violences psychologiques. Ah, ça, c'est très récurrent. Les injures, les intimidations, les brimades et tout. Et c'est fréquent. Dans les familles, vous avez l'exploitation. L'exploitation par le travail surtout. Par le travail et tout. Donc, vous allez trouver des enfants qui sont là. Au lieu, peut-être, nous sommes en période de cours. Il est à la maison. Il a une bassine d'eau sur la tête, il doit aller vendre et revenir. Donc, il y a de ces cas-là, l'exploitation par le travail. Et la négligence en famille, la plupart du temps, il nous arrive, et il arrive dans beaucoup de familles qu'on soit là, et les enfants sont là ou pas, tant mieux. On vit notre vie, et parfois c'est inconscient, mais les enfants subissent, et ça agit énormément sur les enfants. À l'école, Oui. et la plupart du temps, c'est essentiellement, actuellement, c'est vraiment, on ne peut plus trop en parler parce qu'il y a quand même une réduction sensible de l'éducation par le bâton. Donc, les gens n'en font plus usage. Mais aujourd'hui, ce qui est peut-être ce qu'il faut relever, ce sont les violences sexuelles. Voilà, les abus sexuels en milieu scolaire avec les cas de grossesse.
Et peut-être que je suis sûr que vous êtes au courant. Donc, de tous ces cas-là que nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui dans le secteur de l'éducation. Donc, voilà. Alors, quand on prend les enfants selon leur tranche d'âge, quel est le type de violence auquel ils sont le plus vulnérables? Est-ce qu'il y a un type auquel ils sont plus vulnérables? Ça dépend de l'environnement dans lequel ils vivent et ça dépend aussi de l'enfant. Donc, quand vous prenez un enfant garçon qui est Oui, dans une famille, la plupart du temps, c'est plus physique, psychologique ou peut-être à un moment donné négligence, exploitation par le travail. Quand c'est une fille, parfois la forme qui prend le plus le pas, à un moment donné, c'est ce qui tend vers la les vie. abus sexuels, l'exploitation sexuelle, et surtout pour les filles, à un moment donné, l'exploitation par le travail aussi. Hein, des filles qui sont placées comme domestiques ou bien qui sont arrivées dans l'optique d'étudier, mais qui, à un moment donné, servent plutôt pour autre chose. Donc, voilà un peu. Quand nous prenons l'environnement d'accueil, des enfants vulnérables, les centres d'accueil par exemple. Et là, c'est plus, vous allez voir, à certains moments, c'est plus la négligence. C'est plus la négligence parce que on ne peut pas user de bâton, mais on est limité par rapport aux réponses qu'on doit apporter aux sollicitations de l'enfant. Et à un moment donné, on est dépassé, on est dans notre coin, on le regarde. On ne parle plus. On ne parle plus parce qu'on n'a plus, on est déboussolé. On ne sait pas ce qu'il faut apporter comme réponse. Donc, à un moment donné, on est là, on regarde et voilà. Mais dans d'autres structures, ils ont quand même, beaucoup de structures aujourd'hui ont quand même ce mécanisme-là pour pouvoir canaliser, accompagner et éduquer véritablement les enfants de leur centre sans utiliser le bâton ou bien la violence. Donc, sans être maltraitant, si je peux le dire. Oui, nous en parlerons au cours de l'émission. Oui. Maintenant, nous sommes dans une société africaine et vous avez parlé tantôt des coutumes, de la tradition et des normes qui voudraient que les enfants soient éduqués avec rigidité, avec autorité. Maintenant, comment est-ce qu'on peut distinguer une discipline stricte à une maltraitance psychologique? Oui, là, on le dit souvent. euh, J'ai l'habitude de dire que le bon parent, c'est celui-là qui sait doser l'amour et l'autorité. C'est ça le bon parent. Donc, il sait user à un moment donné de l'autorité quand il le faut, mais quand il faut être doux, il sait souple, il sait le faire aussi. Donc, pour pouvoir distinguer les deux, distinguer la discipline stricte de la maltraitance, il y a certains éléments d'appréciation qu'il faut prendre en compte. L'intention. Quelle est l'intention pour laquelle je veux poser tel ou tel acte? Nous avons la méthode. Quelle est la méthode qui est utilisée? Il y a la fréquence. Est-ce que j'use de ça fréquemment? Et quel est l'effet et quelles sont les conséquences? Donc, quand on arrive à analyser tous ces éléments, c'est facile pour nous de distinguer la discipline stricte de la maltraitance. Quand je prends l'intention, Oui. quand vous prenez l'intention, lorsque nous sommes dans le cadre de la discipline, l'intention est d'amener l'enfant à comprendre ce qu'on veut lui véhiculer comme message. Alors qu'au niveau, lorsqu'on considère la maltraitance, c'est de montrer son autorité. C'est de montrer que c'est nous qui dominons. Parfois, on humilie aussi à travers les Oui, humiliations. oui, oui. On veut montrer qu'on domine. C'est pourquoi on humilie, parce que la personne n'a pas la capacité de faire face, de répondre. Donc, c'est moi. Donc, voilà ce que je décide, c'est ce que nous devons faire. Si je décide de te taper, tu n'as pas le droit de rétorquer. Donc, alors que de l'autre côté, notre intention, c'est comment faire pour que cet enfant-là puisse à un moment donné incorporer ce qu'on est en train de vouloir lui apprendre. Donc, il faut qu'il comprenne d'abord. Quand nous prenons la méthode, lorsque nous sommes dans la discipline, vous allez voir que c'est une communication bienveillante. C'est une communication non violente. Il y a une atmosphère conviviale. Même quand l'enfant a commis des erreurs, on commence d'abord par lui expliquer l'erreur qu'il a commise, la faute qu'il a commise. Voilà, tu vois, en te comportant comme ceci, voilà là où ça peut t'amener. Avant de passer à la sanction.
Je reviendrai par rapport à la différence entre sanction et punition. Parce que la plupart du temps, nous punissons, nous ne sanctionnons pas nos enfants. On punit. La méthode, lorsque vous allez au niveau de la maltraitance, la méthode, elle est directe. Hein? C'est automatiquement les brimades. Il n'y a pas de communication. Tu as fait ci, on tape. Et parfois même, on ne se demande pas si l'enfant a compris même l'acte qu'il a posé. Donc, automatiquement, il faut brimer, il faut dire, lui prouver d'ailleurs que voilà, tu as dérapé. Vous voyez un peu? Vous allez constater qu'au fil du temps, par rapport à la discipline, lorsqu'on veut instaurer la discipline, le troisième niveau où j'ai parlé de fréquence, à un moment donné, ce n'est plus très fréquent. Parce que l'enfant a commencé par incorporer ce qu'on est en train de lui inculquer. Donc, il commence par s'auto-discipliner. Il commence par être autonome. Alors que de l'autre côté, on va toujours continuer de brimade en brimade, d'expression physique sur expression physique. Et il s'y habitue même avec le temps. Oui, puisqu'à un moment donné, il s'est habitué. Donc, voilà. Rares sont ceux qui, une, deux fois, maintenant, on viendra aux causes tout de suite, aux conséquences tout de suite. À un moment donné, vous avez des conséquences. Parfois, l'enfant se recroqueville sur lui-même. On pense que c'est parce qu'il a compris. Non, à un moment donné, c'est plutôt l'isolement social. Il s'isole parce qu'il ne veut plus. Ou bien, à la vue de cet adulte-là, il a peur. Il y a la phobie des adultes pour certains enfants. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne la fréquence. Donc, vous allez voir que de moins en moins, vous allez parler maintenant. Parce que l'enfant commence par s'autodiscipliner. Vous voyez? Et lorsqu'on va au niveau des effets maintenant, vous allez voir que l'effet, c'est que, je l'ai déjà dit en haut, au niveau de la fréquence, ça devient moins fréquent. Vous parlez moins parce que l'enfant s'autodiscipline. Il s'autodiscipline. Il comprend ce que vous voulez véhiculer comme message. Même quand vous n'êtes pas à la maison, il revient de l'école, il sait que je dois faire ma sieste et quand je me réveille, je fais mes devoirs, je peux entre-temps suivre un peu une émission télé. Vous voyez? Alors que de l'autre côté déjà, si vous ne savez pas faire, la conséquence est que vous allez être en face peut-être d'ici là, s'il est adolescent, il se braque. Il y a un conflit de pouvoir maintenant entre vous. Parce que lui aussi, si c'est à l'âge d'adolescence, il va vouloir vous démontrer que lui aussi, il a une autorité à défendre. Donc, il se braque, la relation devient très difficile et tendue. Et là, ça complique. On va rentrer maintenant dans les conséquences négatives où l'enfant peut quitter la maison, l'enfant peut tomber dans la déviance et ainsi de suite. Oui, avant d'aborder la question, les effets et les conséquences de la maltraitance, est-ce que comme critère, on pourrait également parler des outils qui sont utilisés pour dissuader ou pour faire revenir à la raison les enfants? Naturellement. Donc, dans les méthodes, par rapport aux méthodes, j'ai juste donné un exemple. Qu'est-ce qu'on utilise? Voilà. Si notre moyen, c'est la communication bienveillante, ça veut dire que nous sommes dans la démarche d'une discipline. Mais si nous sommes de l'autre côté, tout ce qu'on utilise, en tout cas, c'est pour opprimer. Je ne voudrais pas utiliser le terme opprimer, pour mettre sous ordre l'enfant. Ça veut dire que tant que nous ne serons pas là, à la maison par exemple, je donne des exemples terre à terre, et à un moment donné, ce n'est que lorsque l'enfant nous voit qu'il est discipliné. Vous voyez un peu, je donne l'exemple d'un papa à la maison. Ce n'est que lorsque l'enfant voit son papa à la maison qu'il fait semblant d'apprendre. Sinon, tout le temps où tu n'es pas là, bon, en avant la Java. Oui, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Voilà. Oui. Vous avez permis de parler, de nuancer les sanctions et la punition. Ah oui, justement. Et la plupart du temps, dans nos familles et même dans certaines structures d'accueil, au fait, on punit, on ne sanctionne pas. La nuance, c'est quoi? Lorsque nous voulons éduquer les enfants, être dans une dynamique d'action, d'éducation, d'action corrective envers nos enfants, ça veut dire qu'en amont, nous avons défini ce que nous appelons un règlement, un code de conduite.
Mais si on n'a pas un code de conduite ou un règlement pour les structures d'accueil, nous l'appelons un code de conduite, duquel découle un code de sanction. Mais si on ne l'a pas, sur quelle base on va dire qu'on est en train de sanctionner une faute? Non. D'abord, pour qu'on la désigne comme faute, c'est qu'on l'a déjà identifié comme faute dans un code de conduite pour dire « Ah, attention, à midi, chacun doit dormir. » Et quand quelqu'un refuse de faire la sieste, voilà la sanction qui est définie. Et c'est ce qui évite parfois que chacun, ou à un moment donné, qu'on en abuse. C'est ce qui fait que parfois, sous l'effet de la colère, ou lorsqu'on n'arrive pas à contrôler nos émotions, la faute peut-être qui valait juste quelques petites remontrances, on va en arriver à des bastonnades, à des coups. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas défini clairement avec les enfants. Mais attention, chers enfants, à la maison, voilà le règlement. Lorsqu'on revient de l'école, on doit faire ci, on doit faire ça. Chaque matin, au réveil, voilà les tâches que vous devez accomplir avant d'aller à l'école. Et quand quelqu'un enfreint ces règles, voilà les sanctions qui sont prévues. Sinon, la même faute, papa va réprimer autrement, maman va réprimer autrement. Donc, nous n'allons pas avoir une certaine homogénéité, une certaine conformité dans notre démarche éducative au sein de la maison. Et lorsqu'on n'a rien défini en amont, ce n'est qu'une punition. Et la punition, normalement, a une connotation un peu négative. C'est-à-dire que c'est faire souffrir un peu, amener la personne à comprendre. Mais la sanction amène l'individu à comprendre, voilà, on s'était accordé sur tel aspect, tu as enfreint, et voilà la sanction qui est applicable. C'est ensemble on a décidé, non? Oui. OK. Voilà un peu. Oui. Donc, dans beaucoup de familles, je crois que nous sommes en train d'encourager ça. Ce ne sont pas forcément des règles qu'il faut écrire, mais s'accorder avec les enfants sur les quelques règles de la maison, les quelques règles de conduite à la maison, les quelques sanctions qu'on peut avoir. Et là, lorsque le moment arrive, personne n'outrepasse. On sait que lui-même, il sait qu'il a commis cette erreur ou il a commis cette faute. Voilà ce qu'il doit subir comme répercussions. Très bien. Alors, est-ce que quelque part, ce n'est pas parce que la personnalité des enfants est incomprise par les parents que pour toutes les raisons, ils sont emmenés à les violenter ou à les maltraiter? Oui, en partie. La plupart du temps, aujourd'hui, je ne vais pas donner d'exemple précis. Je ne voudrais pas, mais je suis tenté de le faire quand même. Je pars de cet exemple simple. Tu quittes la maison et tu pars au service. Tu rentres à 18h et même 19h. Et ça, c'est un cas concret que je suis en train de vous raconter. Je le paraphrase comme ça. La personne arrive à la maison à 19h. L'enfant n'a même pas mis le feu. Il était là parce qu'il n'a pas reçu de consigne. La maman, fatiguée déjà, stressée par rapport à tout ce qu'elle a subi au boulot. Mais ça veut dire quoi? À ton âge, tu ne peux pas savoir que tu dois au moins mettre le feu? OK. Deuxième jour. Quand je dis deuxième jour, c'est pas que ça s'est enchaîné. La deuxième Une autre fois, on revient. L'enfant attend sa maman fatiguée. Il allume au moins le feu. Il a activé le feu depuis 18h30. Maman revenait à 19h30. Le feu est là. Il a mis au moins la marmite sur le feu. L'eau bouait. Mais il n'y a rien. Cette fois-ci, on revient, mais tu ne réfléchis pas. Tu ne pouvais pas au moins... Il y a la sauce, tu ne pouvais pas préparer la pâte. À ton âge, tu dois... anticiper. Très bien. Troisième fois. Je vais comme ça pour que vous compreniez un peu. La troisième fois, on revient maintenant. Il y avait la sauce et il y avait du piment. Donc, l'enfant pouvait préparer deux choses.
il a opté pour le riz. Parce qu'il y avait quand même sauce tomate et tout. Et là, maman furieuse, t'ai-je dit de me préparer le riz? Bon, dites-moi dans ces conditions, quel enfant vous êtes en train de préparer? Mais vous l'embrouillez finalement. Parce qu'il n'y a pas une communication claire. Si je ne rentre pas tôt, mais si vous trouvez qu'il y a la sauce, préparez la pâte et servez-vous. Mais l'enfant, lui, il a vu deux sauces. Mais l'enfant, il a une préférence. Lui, il veut manger le riz. Il a préparé le riz. Donc, normalement, il fallait encourager ce comportement-là. Parce que finalement, on l'a amené de l'inaction à l'action. Mais on vient réprimer maintenant l'action. Et l'enfant a été violenté le jour-là. Ce que je vous dis, c'est parce que j'ai été appelé. L'enfant a été violenté. J'ai dit non, après j'ai discuté avec maman. Mais si vous continuez comme ça, vous allez... Il ne va plus rien faire. Hein. Il va retourner maintenant à la case de départ et ce serait pire. Donc parfois, on pense que les enfants doivent réfléchir comme nous. Comme ils doivent être dans nos têtes. Donc, ce que j'ai dans la tête là, l'âge qu'il a, il devait pouvoir comprendre que c'est ça qu'il doit faire. Non. Pour mieux comprendre l'enfant, il faut se rabaisser à son niveau. Si tu as un enfant de 5 ans, à un moment donné, tu dois te faire enfant de 5 ans pour le comprendre. Sinon, tu ne le comprendras jamais. À tout moment, tu vas toujours t'énerver, tu vas te stresser pour rien. Donc voilà, s'il a 13 ans, attention, tu dois à un moment donné faire l'effort de comprendre, d'être dans la peau d'un enfant, d'un jeune de 13 ans. Ça te permettra de le comprendre parce que lui, il vit son temps. Toi, tu as déjà dépassé ce temps. Lui, il est maintenant en plein pied dans son temps. Donc, si tu ne comprends pas son temps, tu ne pourras pas mieux l'orienter. C'est ça le challenge pour les parents. Il faut comprendre l'enfant dans son temps pour mieux l'orienter. Comprendre les enfants dans le temps pour mieux les orienter. Oui. Alors, quels peuvent être l'impact ou les conséquences de la maltraitance sur la psychologie et surtout le développement d'un enfant? Vous avez souvent l'impact des conséquences, je parle du BA, ça peut entraîner un retard de croissance. Oui, parce que quand vous êtes négligent, vous ne donnez pas à manger à l'enfant suffisamment, il va avoir un retard de croissance. Et vous allez affaiblir son système immunitaire. Un enfant qui mange mal, ne soyez pas surpris qu'il soit maladif à un moment donné. Ça, je parle de la négligence terre à terre pour évoluer. Et même lorsque c'est comme cela, un enfant qui est négligé, les parents ne se préoccupent pas de ce qu'il vit, de ses émotions. Les enfants ont des émotions. Et il faut savoir les contrôler. Il faut savoir les aider à mieux gérer ses émotions. Si dans l'enfance, vous n'arrivez pas à apprendre à l'enfant à gérer ses émotions, ce n'est pas dans la vie adulte qu'il va gérer ses émotions. Il ne pourra pas. Vous allez voir des gens qui ont l'humeur changeante tout le temps. Tantôt il est content, tantôt il est... Vous ne comprenez pas. Alors que tu étais avec lui, il ne s'est rien passé. C'est ça. Il y a des gens comme ça. Mais il faut apprendre à son enfant à gérer ses émotions. Donc, à long terme, l'impact, c'est que vous allez avoir des adultes qui ont des difficultés relationnelles, qui ne peuvent pas avoir de relation avec des gens parce que, à un moment donné, avec leurs parents, ils n'ont pas eu de bonnes relations. Leurs parents ne leur ont pas appris comment entretenir, comment gérer une relation. Donc, vous avez ces personnes-là qui sont là, qui ne veulent s'attacher à personne et qui sont dans leur coin. Vous avez aussi, ça peut entraîner l'isolement social. J'en parlais tout tantôt. Vous avez des personnes qui sont là, qui ne veulent avoir de contact avec personne, qui sont dans leur coin, qui ne veulent pas de problème. Et parfois, vous allez entendre, moi, je ne veux pas de problème. Non. Il y a certains, c'est l'isolement social. La maltraitance infantile entraîne la baisse des performances scolaires. Lorsque vous ne suivez pas votre enfant comme ça se doit, aussi bien à la maison qu'à l'école, est-ce qu'il va à l'école? Est-ce qu'il ne va pas? Bon, vous vous contentez de payer la scolarité, de fournir tout ce qu'il faut. Mais est-ce qu'il apprend? À un moment donné, les performances scolaires vont baisser. Même quand vous violentez votre enfant, à long terme, ne soyez pas surpris que ses performances scolaires baissent. Parce que au fur et à mesure, il va commencer par perdre confiance en lui. Un enfant qu'on humilie tout le temps, un enfant qu'on injurie tout le temps, un enfant... Mais à un moment donné, il se dit, mais ça veut dire que moi, je suis mauvais.
Il y a Je ne l'estime de suis bonne soi. à rien. Oui, oui, oui. Et la baisse d'estime de soi, et progressivement, ça va se ressentir sur ses performances scolaires. Et n'oublions pas l'impact. On ne va pas, si je veux parler des conséquences, vous savez déjà ce que ça peut créer. Ça peut entraîner la mort. Et même ça pousse certains enfants à prendre des stupéfiants. Maintenant, le plus dangereux, c'est que vous allez avoir des enfants qui, à un moment donné, dépassés, ou bien la négligence, le laisser aller étant grand, et l'espace étant très large pour lui, qui vont quitter la maison. C'est ça que nous rencontrons dans les rues, les enfants en situation de rue. Et beaucoup ont quitté leur maison pour cause de maltraitance. Quand vous prenez les déterminants, les facteurs favorisant ce phénomène, il y a la maltraitance qui est à quasiment 50%. La maltraitance, la négligence. Donc voilà, pour avoir travaillé un peu avec les enfants de rue. Donc voilà un peu. Donc vous avez aussi de ces enfants qui, à un moment donné, comme ils n'ont pas de repère à la maison, puisque négligés et tout, il n'a pas de repère. Le seul repère qu'il peut avoir, c'est peut-être ses amis. Maintenant, si vous avez la chance qu'il tombe sur un bon ami, alléluia. Sinon, il va aller tomber sur de mauvaises compagnies. Et là, voilà les déviances qui commencent. Et consommation de stupéfiants, délinquance. Et à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir reconnaître votre enfant. Voilà. Puisque les enfants vivent dans une communauté, vivent avec des gens, quel rôle peuvent jouer la communauté? Quand je parle de communauté, je parle de enseignants, voisins, proches. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour détecter les cas de maltraitance chez les enfants avec qui ils vivent? Oui, il faut observer. Pour détecter des cas de maltraitance, il faut observer. Et souvent, ça se remarque. Et par exemple, quand vous prenez l'aspect physique, vous pouvez avoir des enfants qui ont des blessures inexpliquées. Et peut-être fréquemment. Ou de manière récurrente. Aujourd'hui, on le voit avec une blessure quelque part, on ne sait pas. Après, demain, c'est au pied. Donc voilà. Donc il faut savoir observer. Et nous avons l'aspect physique toujours, mais l'état physique de l'enfant. Vous avez l'état physique de l'enfant. Un enfant qui vit avec ses parents, dont les habits sont toujours sales. Déjà, à un moment donné, on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les parents voient véritablement? On peut attirer leur attention. Il faut, si on a la possibilité, on peut dialoguer avec l'enfant. Essayez. Pas pour aller lui demander qu'est-ce qu'on te fait à la maison. Non, en échangeant, il y a une approche pour le faire. Ça vous permettra de comprendre un peu les conditions de vie de cet enfant. Donc, il faut observer. Et à chaque sollicitation, il faut apporter une réponse. Et lorsqu'on sent que c'est vraiment nécessaire, attention, il faut signaler. Oui. Et nous avons des mécanismes pour le faire. Nous avons des structures de protection de l'enfant qui sont là. Nous avons la ligne verte Allo 1011 qui est là. Il faut signaler. Ça, nous encourageons parce que le signalement jusqu'alors, ce n'est pas encore véritablement dans nos habitudes. Et il faut l'encourager. Il faut que les gens commencent par signaler. Nous prenons au niveau de l'école un enseignant qui, peut-être jadis, avait un élève qui avait de très bonnes notes, de bonnes performances, et subitement, il constate que son élève, ses performances commencent par baisser. Attention, ça doit attirer son attention. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour que cet enfant qui était très bon commence par avoir des baisses de performance inexplicables. Ça attire l'attention. Il peut approcher la famille pour voir ce qui ne va pas, ou bien même déjà dialoguer avec l'enfant. Comment ça se passe à la maison? Est-ce que tu arrives à apprendre? Est-ce que ça va l'amener progressivement à comprendre? Même si ce n'est pas avec l'enfant, même les camarades de l'enfant, les proches de l'enfant. Parce que souvent, les camarades en savent beaucoup, mais ne disent rien. Oui, oui. Donc voilà un peu. Il faut interroger les amis, les camarades de l'enfant pour voir un peu dans quelles conditions il vit à la maison. Voilà. Si par peur de représailles, l'enfant ne veut pas qu'on procède à la dénonciation, qu'on aille voir ses parents, de quelle manière un proche à cet enfant peut l'accompagner? En tout cas, de peur des représailles, souvent, et je dis souvent qu'il faut d'abord commencer par la sensibilisation. Ces parents-là qui le font,
Et beaucoup, c'est par ignorance. Beaucoup, c'est par ignorance. Donc, lorsqu'on les approche, on essaie de comprendre. Parfois, c'est l'approche aussi qui fait que les gens se braquent. On a une approche, bon, je ne dirais pas d'enseignant. Ça y est, on vient donner une approche de donneur de leçons. Lorsque vous intégrez comme ça ou vous entamez une démarche de médiation dans ce sens, sachez que c'est voué à l'échec. Vous n'allez pas donner des leçons à un père de famille, mais vous allez l'amener progressivement à revoir sa position par rapport à sa pratique éducative. Maintenant, le signalement, on dit, lorsqu'on constate que l'enfant est dans une situation qui compromet sa vie, qu'elle soit scolaire, familiale et tout, il faut signaler. Donc, on ne va pas dire parce que il faut signaler. Les services compétents sauront comment l'accompagner. Mais on ne peut pas attendre le consentement de l'enfant avant de signaler. Mais si vous attendez le consentement et pendant ce temps, il lui arrive quelque chose de mal, vous êtes complice. On peut vous poursuivre parce que c'est une non-assistance à personne en danger. Ah oui. Oui, vous constatez que l'enfant a un problème. Signalez aux structures compétentes. Elles sauront comment gérer le problème pour que l'enfant puisse continuer par vivre dans sa famille. Donc, toutes ces structures-là savent comment aborder ces genres de situations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche pour effectuer un signalement de cas de maltraitance? Oui, la démarche, souvent, on a la possibilité, je l'ai dit, à la ligne verte à l'eau 1011. Donc, il suffit de prendre son téléphone, on compose. Maintenant, attention, je vais donner une précision avant d'arriver là. Oui. Il faut d'abord essayer de collecter les évidences. Parce qu'il ne faut pas signaler pour signaler aussi. Donc, parce qu'on a dit que je vois un enfant sale, j'appelle. Non, les enfants en cours de journée peuvent être allés jouer. Ils rentrent sales. Oui. Donc, attention, essayons de collecter véritablement des évidences. Des preuves. Des preuves. Assurons-nous que le cas, il est avéré. Maintenant, on ne dit pas que c'est seulement les cas avérés, il faut, parce que parfois on peut avoir des soupçons, on peut signaler pour voir. Mais faisons cet effort-là. Parce que il peut arriver que vous voyez des gens qui, juste comment je vais le dire, on veut juste, peut-être qu'on n'est pas en bon terme avec un voisin cohabitant, voilà, on appelle, voilà, et lui là. Non. Faisons attention, parce qu'un mauvais signalement peut nous créer aussi des problèmes. Sachons-le. Donc, avant de signaler, on collecte des infos, des évidences, des preuves que l'enfant là a des problèmes. Et c'est ce qui va nous permettre, lorsque nous allons appeler la ligne verte, c'est 0 francs, 10 11. Vous prenez votre portable, même si vous n'avez pas de crédit, ça passe. Vous allez pouvoir donner des informations précises. C'est dans quel quartier. Et vous le faites dans l'anonymat. Et vous êtes protégé. Mais si vous-même, attention aussi, lorsqu'on signale, il ne faut pas aussi sortir pour dire, parce qu'il y a eu de ces cas aussi qu'on a, et on sort, on est sous peau de tchouk que mon voisin là, oh, il exagère, je l'ai dénoncé aujourd'hui. Non, tu vas te créer des problèmes inutilement. Peut-être que tu n'avais même pas de bonne relation avec la personne, toi tu dis, si par exemple, à travers ton signalement, il est coffré, tu penses qu'il va te pardonner cela? Ce n'est pas évident. Donc, il faut le faire dans l'anonymat. Ou bien, vous vous rendez dans une structure de protection de l'enfant la plus proche et vous faites le signalement, vous présentez le cas, vous expliquez et sous l'anonymat, personne n'ira dire que c'est M. Kofi qui est venu me dire que vous maltraitez votre enfant. Et cela vaut pour sa propre protection. C'est pour sa propre protection. Donc, en signalant, on fait en sorte qu'on soit protégé. Celui qui a signalé, le mécanisme permet de le protéger, mais lui-même, il est responsable de sa protection aussi en limitant les excès de parole n'importe où. Tu as signalé, le reste, ça ne te concerne pas. Quand tu signales comme ça, si après on a besoin des informations complémentaires, on peut toujours t'appeler pour essayer de comprendre. Les gens l'ont fait, je donne juste l'exemple dans certaines préfectures, les gens l'ont fait, mais ils ont été obligés de quitter leur milieu parce que menacés. Maintenant, comment est-ce que le signalement a été fait? Qui, à un moment donné, a informé le présumé auteur ou bien celui qui est mis en cause que c'est elle qui l'a
dénoncer, personne ne sait. Donc, il faut faire extrêmement attention. On encourage les gens à dénoncer, mais il faut que les gens aussi se protègent en dénonçant, au-delà de la protection que le mécanisme de signalement leur offre. Très bien. Alors, pour finir, quelle action collective vous nous proposez pour éradiquer la maltraitance infantile dans nos sociétés? Bon, éradiquer, je dirais non. Peut-être réduire. C'est impossible d'éradiquer? Ça va être compliqué. En tout cas, c'est ma perception personnelle, mon appréciation. C'est pas évident aujourd'hui. Quand nous voyons un peu tous les phénomènes sociaux que nous rencontrons, je ne suis pas certain qu'à un moment donné, mais il faut qu'on réduise sensiblement cela. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut sensibiliser. Nous devons sensibiliser les parents, les responsables les structures d'accueil, les écoles. On doit sensibiliser les gens sur les conséquences de la maltraitance. Il faut d'abord connaître les conséquences. Comprendre que cet acte banal qu'on est en train de poser, voilà ses répercussions sur la vie de l'enfant. Ce sont là ses répercussions sur l'avenir de l'enfant. Parce qu'à un moment donné, si on ne se rend pas compte que le fait chaque jour d'insulter son enfant, de lui dire qu'il est taré, de lui dire qu'il est ceci, on est en train de l'amener vers l'inhibition. C'est grave. L'enfant, à un moment donné, moi j'ai reçu un cas une fois, l'enfant il ne parlait à aucun adulte. Il ne parlait. Oui, il ne parlait à aucun adulte. Son papa lui parle, il ne répond pas. Sa maman lui parle, il ne répond pas. On nous l'a conduit, nous on l'a accueilli. J'étais responsable d'un centre d'accueil dans le temps. Et j'ai dit à mes collègues, laissez-le aller jouer avec ses collègues et ses camarades. Mais ils ont été surpris que l'enfant a commencé par parler avec ses amis. On a vite compris que, attention, il est inhibé face aux adultes. Donc, il a tellement subi d'injures qu'à un moment donné, qu'est-ce que je peux encore faire devant un adulte pour mériter au moins une appréciation? L'enfant était inhibé. Donc, si les gens comprennent ça, à un moment donné, je crois que progressivement, on va réduire le phénomène. Il faut qu'on développe ou on mette en place un programme de parentalité positive. On doit renforcer les capacités des parents sur comment accompagner leur enfant. C'est vrai, ils ont leurs méthodes, mais il faut qu'on leur ajoute d'autres astuces pour mieux encadrer leurs enfants à la maison. Et qui parle de parentalité positive, parle de discipline positive. Ça va amener les enfants à établir de bonnes relations communicationnelles avec leurs enfants, à développer des pratiques éducatives adaptées, bienveillantes à leurs enfants, ce qui va progressivement les aider. Donc, il y a ce souci-là, et cet aspect-là, mais aussi l'autre aspect, dans le cadre de cette parentalité positive, en les sensibilisant, on les forme aussi, on les sensibilise aussi, sur l'existence des lois. Il y a des lois qui répriment ou bien qui protègent les enfants contre la maltraitance, les violences et tout. Et beaucoup, c'est par ignorance. Ils ne savent pas qu'il y a des lois et qu'ils peuvent tomber sous le coup de la loi. Donc, il faut aussi sensibiliser véritablement les parents sur tous ces aspects-là, donc les lois, comment accompagner leur enfant, la parentalité positive, la discipline positive, ainsi de suite. Très bien. Donc voilà. Mais attention, n'oublions pas aussi de développer des mécanismes d'accompagnement, de renforcer les compétences des enfants, les compétences de vie courante. Il faut aussi sensibiliser les enfants. Il faut aussi aider les parents à mieux encadrer leurs enfants. Donc, pendant qu'on est en train, de faire le travail au profit des parents, on pourra aussi aider ou mettre en place des approches d'accompagnement, des approches de renforcement des compétences de vie courante des enfants.
Très bien. C'est sur vos mots que nous allons clôturer, mettre fin à cette émission. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes Waki Thierry, Oui. défenseur des droits des enfants. Et vous qui nous avez suivis jusqu'à la fin de cette émission, merci pour la fidélité d'écoute. On se retrouve le mardi prochain pour aborder un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. C'était Michak Nyaro au micro. Au revoir.